Bonsoir et bienvenue aux formations continues de Douglas et Pure Encapsulation, présentées par Robert et Fils. Ici Marie-Soleil Noreau, naturopathe agréée. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit test de son et visuel, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, me donner signe de vie dans la boîte de questions. Je vais attendre juste une petite minute à avoir au moins 2 réponses avant de poursuivre la conférence de ce soir. Donc, vous m'entendez bien et vous voyez bien mon écran. Excellent. Donc, j'ai... Excellent, on va pouvoir poursuivre. J'ai plusieurs réponses. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, ici Marie-Soleil Noreau, naturopathe agréée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pratique depuis maintenant décembre 2010, mais je suis dans le domaine depuis 12 ans, ayant travaillé comme représentante et formatrice pour quelques compagnies de suppléments professionnels. Je suis une passionnée de l'optimisation de soi, de la mise en forme. Je travaille actuellement à 2 minutes de Brossard dans le Vieux-La Prairie et je me spécialise en gestion du poids, en augmentation de l'énergie et en hypothyroïdie. J'ai la chance d'avoir développé par Adon et par plusieurs références du bouche à oreille une importante clientèle masculine comparativement à ce que l'on voit en général en naturopathie. Donc, ça me fait un immense plaisir de vous présenter le sujet de ce soir, hormones au masculin et gestion de la testostérone. Nous avons beaucoup de matériel à couvrir. J'ai fait mon possible pour résumer toute l'information pertinente pour ce soir, mais comme certains d'entre vous me connaissez, je suis assez généreuse dans les informations que je donne lors de mes conférences. Donc, la conférence est prévue pour 1 heure, mais je risque de dépasser un peu. Donc, pour ceux qui doivent quitter, juste prendre en note que vous allez pouvoir écouter la portion que vous avez manquée, qui va être enregistrée et disponible sur le site de Robert et Fils dans quelques jours. La conférence que je vous présente ce soir, elle a été inspirée, entre autres, de la formation qui est offerte par Dr. Joseph Collins, un naturopathe et médecin en médecine fonctionnelle spécialisé en hormones. Donc, vous allez avoir son site ici, yourhormones.com, pour accéder à plusieurs autres informations en anglais. Je me suis aussi inspirée d'une collection de conférences, donc 24 conférenciers, nommés The Sexy Back Summit. C'est la mode, les summits, cette temps-ci, on en voit de toutes les couleurs. J'ai acheté la conférence, les transcrits, donc j'ai pu imprimer et lire tout ça. Donc, j'ai de l'information très, très à jour à vous présenter. Tout ça avec mon expérience personnelle et celle de mon amie et collègue Marlène Boudreau, naturopathe agréée, qui est spécialisée, comme certains d'entre vous le savez, en gestion du cancer et qui collabore avec des médecins des États-Unis spécialisés justement au niveau des hormones masculines. Les objectifs de ce soir sont de vous permettre de mieux comprendre les différents facteurs influant le taux de testostérone ainsi que les organes impliqués. Pour alléger le texte, des fois, vous allez voir le mot T point au lieu du terme testostérone au complet. On va également parler de la santé de la prostate, de la fertilité et des fonctions sexuelles. On va évaluer les multiples causes possibles pour une approche globale et plus santé. De bien détecter l'hypothyroïdie, une pathologie complexe très liée au problème de testostérone, et on va démystifier le TSH. On va également regarder les choix de substances naturelles pouvant moduler les différents mécanismes impliqués. Donc, pour les hommes qui nous écoutent ce soir, avez-vous perdu votre mojo, comme dirait cet acteur? Donc, je voulais mettre un petit peu de piquant dans la conférence. Quand on parle de testostérone, on pense beaucoup justement au fameux poil du chest, mais il y a plusieurs autres choses, comme vous le savez, l'énergie, la bonne humeur, etc., qui vient avec la testostérone. Donc, malheureusement, en vieillissant, la silhouette de l'homme change et les niveaux de testostérone aussi. Donc, on le sait qu'il y a clairement un lien entre le syndrome métabolique, donc la prise de poids autour de la taille et la baisse de la testostérone. Donc, dès 30 ans,
il peut avoir une baisse de la testostérone et dans certains cas, ça va baisser de façon très rapide, donc précipitamment. Comme dirait Reed Davis, un des conférenciers dans le Summit Sexy Back, il faut vraiment être en santé pour avoir un bon taux de testostérone. Donc, c'est génial parce qu'en naturopathie, étant donné qu'on traite justement l'ensemble globalement de l'individu, on est vraiment à la bonne place pour aider la personne d'une façon adéquate pour augmenter la testostérone naturellement. Donc ça, on fait un petit peu de révision ensemble. Tout est connecté dans le corps, comme vous le savez. Au niveau de la testostérone, il va y avoir l'influence des hormones, en fait des glandes au niveau du cerveau, comme l'hypothalamus, l'hypophyse. Tout va être relié pour aller stimuler les gonades, dont les testicules, pour la production de la testostérone. Mais si on part à la base, la testostérone, ça fait quoi? Premièrement, c'est une hormone stéroïdienne. Stéroïdienne, faut pas oublier, ça provient à la base de la source de cholestérol. Donc, on oublie parfois les bases parce qu'il y a tellement de mauvaise presse au niveau du cholestérol. Je sais qu'en naturopathie, on est plus à jour au niveau de la science actuelle. Mais qu'est-ce qu'il faut pas oublier, c'est que même s'il y a le terme bon et mauvais cholestérol, c'est en fait le LDL qui va être plus important pour la fabrication de la molécule de testostérone. Donc, quand vous regardez les analyses sanguines de vos clients, ne pas oublier de porter attention parce que des fois, surtout les hommes qui prennent des statines, donc le médicament pour baisser le cholestérol, vont se retrouver des fois avec un taux trop bas et vont avoir de la difficulté à fabriquer parce qu'ils vont manquer la matière première pour fabriquer la testostérone. Donc, la testostérone, c'est une hormone qui est androgénique, donc qui va apporter les traits masculins. C'est une hormone aussi qui va être anabolique. Donc, anabolique, ce qui veut dire production et fabrication de nouveaux tissus, donc qui va aider à la fabrication des muscles. C'est une des raisons pourquoi les hommes sont plus facilement musclés que les femmes. Et ensuite, c'est une hormone qui va aider à la fabrication de l'oxyde nitrique. Donc, j'en parle de façon plus détaillée dans la conférence que j'ai donnée l'an dernier sur le système cardiovasculaire, qui est enregistrée et disponible sur le site web de Robert et Fils. Je vous invite à l'écouter si vous voulez avoir plus de détails, mais c'est une molécule qui va augmenter la vasodilatation et donc va contribuer justement aux fonctions sexuelles, à l'érection, etc., et qui va protéger aussi au niveau du cœur. Ensuite, c'est une hormone qui va augmenter la dopamine. La dopamine, elle est liée à la motivation. Donc, en anglais, on va dire la drive. Donc, quand les hommes vont être en baisse de testostérone ou que leur testostérone ne sera pas utilisée adéquatement, comme on va voir plus loin, ces hommes-là vont avoir une baisse de motivation et de drive. Donc ici, on voit le fameux tableau qui revient souvent lors de conférences sur les hormones. On ne va pas passer trop de temps sur le tableau, il est très complexe. Je veux vraiment vous donner de l'information aujourd'hui que vous allez pouvoir utiliser dans votre pratique. Mais rapidement, comme je disais, la base, c'est le cholestérol. Et le cholestérol, par l'aide d'enzymes, va être transformé en précurseur, dont la pregnénolone, qui est une hormone précurseur pour produire la progestérone et ensuite la testostérone qu'on voit à droite. Ça va être aussi le précurseur pour les hormones des surrénales, donc les glucocorticoïdes et le cortisol. Et bien entendu, les hormones féminines qui vont être transformées à partir de la testostérone en estrone et en estradiol. Un petit point important ici, on oublie, mais ça prend de la testostérone pour fabriquer les hormones féminines, donc la testostérone va être importante également chez la femme. Ici, un tableau un petit peu plus facile à identifier. Une source que je recommande souvent, ça a été pris sur le site de BioHealth Diagnostics, donc une compagnie qui offre des tests médicaux aux États-Unis, mais qui offre beaucoup de PDF intéressants disponibles gratuitement sur leur site web. Donc, on voit ici la cascade à partir du cholestérol qui va être convertie, comme on disait, à partir d'une enzyme qui est liée à la vitamine B5, qui va être transformée à la pregnénolone, qui est reconnue en anglais pour être the mother of all hormones, donc la mère de tous les hormones. Et ensuite, il va y avoir la cascade entre l'aldostérone, la progestérone, le DHEA, et ainsi de suite.
D'ailleurs, un point important, c'est que les hommes qui sont en épuisement des surrénales, quand les médecins vont prescrire des fois directement la testostérone, n'auront pas nécessairement de résultats parce que ça prend un taux adéquat de DHEA pour avoir une fonction globale intéressante. Donc, les crèmes d'androgel ne sont pas toujours la solution. Même, je vous dirais que la plupart des auteurs actuels disent que ça peut être même pire, que c'est vraiment pas la solution. Il faut vraiment aider le corps dans son entier, aider avec une approche globale la propre production de la testostérone. Donc, un point important ici dans toute cette cascade, c'est vraiment la relation avec le cortisol, donc l'hormone du stress et le DHEA, comme je viens d'expliquer. Ensuite, il va y avoir également la conversion de la testostérone par une enzyme qui va la convertir en DHT, donc qui est la déhydrotestostérone, qui est la forme néfaste si elle est accumulée en trop grande quantité dans le corps, qui va affecter la santé de la prostate, donc qui est liée à l'hyperplasie de la prostate, au cancer de la prostate, et aussi à la perte de cheveux chez l'homme. Donc, on voit très bien ici que le stress dans le corps va aller avoir un effet de promouvoir la production du cholestérol dans la cascade qui part du cholestérol au lieu de la production de DHEA et de testostérone. Donc, le plus qu'on est stressé, le plus qu'on va avoir de la difficulté à fabriquer nos hormones stéroïdiennes, autant chez l'homme que chez la femme. Ici, c'est une diapositive que j'ai prise d'une présentation que je trouvais vraiment bien sur la testostérone faite par une médecin en médecine fonctionnelle. Donc, souvent, on va penser de faire analyser la testostérone au niveau sanguin ou salivaire, mais c'est vraiment juste, comme on dit en anglais, the point of the iceberg. Donc, quand on regarde la pyramide ici, on voit les hormones sexuelles en haut, mais il y a tout le métabolisme, puis le ratio entre la production de molécules anaboliques et cataboliques dans le corps. On va y revenir, mais il faut regarder l'ensemble et vraiment évaluer si le corps va bien à la base. Comment roule le métabolisme? Donc, il va y avoir la thyroïde qui va être impliquée, il va y avoir aussi le niveau de muscle dans le corps. Donc, pour ceux qui ont un appareil d'impédance-métrie bioélectrique, c'est vraiment intéressant de pouvoir mesurer la composition corporelle pour avoir une idée encore plus précise de qu'est-ce qui se passe dans le corps de votre client. Donc, avant de poursuivre, je veux juste faire une petite vérification parce que dans le passé, des fois, j'ai eu des problèmes avec le système. Est-ce que vous pouvez encore me confirmer que tout se passe, tout est sous contrôle? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le volume est assez fort pour vous? J'ai une réponse, j'en attends une deuxième et je continue. Super, merci beaucoup. Donc, l'action de la testostérone chez l'homme. La testostérone va être impliquée dans le développement et le soutien, bien entendu, des caractéristiques mâles. Donc, juste une petite révision ici. Donc, ça va influencer la croissance et l'élargissement du pénis, bien entendu, et des testicules, mais aussi la croissance et l'élargissement de la prostate. Ça va être impliqué dans le désir sexuel et le comportement sexuel, et bien entendu, la reproduction, et la fertilité. L'action de la testostérone chez les mâles, donc au niveau structurel cette fois-ci, on parle de masse et force musculaire. Le pourcentage de tissu adipeux, donc de gras, va être plus bas également dans le bas du corps. Donc, les hommes vont avoir moins de courbes, bien entendu, que les femmes. Il y a également la pilosité masculine, qui revient à mon image un peu du mojo au début. L'élargissement du larynx pour la voix plus rauque. Ensuite, une plus grande masse musculaire au niveau de la cuisse intérieure. La largeur et la grandeur. Donc, c'est reconnu au niveau de certaines recherches que plus l'homme est grand et costaud, plus son niveau de testostérone va être élevé. Les organes internes également vont être plus grands, donc par exemple le foie. La peau va être plus épaisse, plus rigide et plus huileuse. Donc, on le sait qu'il y a un lien avec la testostérone et les problèmes de peau chez les adolescents ou même chez les adultes parfois. Il va y avoir un ratio taille-hanche plus petit que chez la femme.
Au niveau des symptômes généraux lors de la baisse de testostérone, on va passer en travers parce que des fois, on va oublier cet aspect-là. Donc, il y a tellement de facteurs à regarder en naturopathie. Au niveau physique, il va y avoir une diminution de la masse maigre, encore une fois, lien avec l'importance de prendre la composition corporelle avec un appareil comme l'impédance-métrie bioélectrique. Diminution de la grosseur des muscles, prise de gras, les maux de dos et articulations. Donc, il va y avoir une importante prise en fait, une augmentation de l'inflammation parfois lors d'une baisse de testostérone. Ici, on ne sait pas si c'est la poule ou l'œuf, mais les deux sont liés. Une diminution de la fermeté de la peau parce que la testostérone va aider la production du collagène. Il peut y avoir des maux de tête, de l'anémie même, parce que la testostérone va être impliquée au niveau de la fabrication des globules rouges. C'est pas dans la liste ici, mais il y a aussi l'ostéoporose. De plus en plus de thérapeutes vont recommander de faire, en fait, les médecins en médecine fonctionnelle vont faire des liens énormes et dire de pratiquer la prévention pour l'ostéoporose chez les hommes lors de baisse de testostérone. Au niveau de l'énergie et la force, il va y avoir bien entendu une fatigue, l'épuisement, une faiblesse, une diminution de l'endurance et le sommeil va être affecté. Donc, difficulté à s'endormir, difficulté à rester endormi et même des sueurs nocturnes autant chez les hommes que chez les femmes. Au niveau de la silhouette, c'est très intéressant les informations qu'on peut avoir au niveau des hormones. Je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent la biosignature. Moi, c'est un cours que j'ai fait en 2013 que j'utilise beaucoup en pratique. Donc, c'est une méthode d'évaluation de 7 à 12 plis de tissu adipeux pour l'évaluation globale hormonale. Donc, il y a des études qui vont lier certaines parties du corps à une dominance en une certaine hormone. Donc, par exemple, si on recule ici, le pectoraux, donc une augmentation du gras sur le pec chez l'homme est liée à une augmentation de l'aromatisation. L'aromatisation, on va y revenir tantôt, mais c'est la fabrication des estrogènes à partir du gras. Moi, dans mon bureau, j'utilise l'appareil Body Matrix qui est fait à base d'ultrasons, donc qui va mesurer l'épaisseur du gras, mais c'est une technique qui est plutôt enseignée avec les pinces à la base. La méthode avec ultrasons, bien entendu, est plus précise et moins désagréable. Moi, personnellement, je n'étais pas à l'aise avec les pinces. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans un appareil qui était plus confortable pour moi et pour le client. Maintenant, au niveau des symptômes plutôt neurocognitifs lors de la baisse de testostérone, ça va affecter les habiletés mentales. On va voir une baisse de la fonction de la mémoire. La personne peut commencer à avoir des problèmes, la difficulté à résoudre des problèmes. Donc, la personne va avoir vraiment des facultés affaiblies au niveau du travail, par exemple. On va avoir de la difficulté au niveau de l'attention. Donc, un point important ici, de plus en plus de clients, j'entends me dire qu'ils sont diagnostiqués avec un déficit d'attention. Donc, faire attention parce que Dr. Collins, justement, dans sa conférence, dit que des fois, c'est pas nécessairement un déficit d'attention, mais encore une fois, un problème de santé globale et que la testostérone est très impliquée chez l'homme. Donc, la personne peut être facilement confuse. Au niveau de l'humeur et des symptômes comportementaux, il va y avoir de la dépression, de l'isolement social, moins motivé, comme on a dit tantôt, à cause de la dopamine qui peut baisser, de l'irritabilité et des changements d'humeur. Au niveau des symptômes plutôt sexuels, bien entendu, on va avoir la baisse de la libido. Je pense que je ne vous surprends pas là. Mais il va y avoir aussi même une diminution de l'orgasme ou une incapacité d'avoir l'orgasme. Amincissement des poils et des cheveux. Donc, certains hommes, des fois, vont commencer à remarquer qu'ils vont avoir les jambes, par exemple, avec moins de pilosité. Donc, c'est un signe important. Ensuite, il va y avoir un risque de résistance à l'insuline. Comme j'ai dit tantôt, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Les deux sont interreliés. C'est difficile de savoir lequel commence plus en premier. Il va y avoir également dysfonction érectile, des risques de maladies cardiovasculaires, de l'apnée du sommeil, etc. Au niveau des symptômes de risque chez la femme, la testostérone est impliquée au niveau de la santé des tissus du vagin. Donc, il peut y avoir une atrophie vaginale, des douleurs lors de rapports sexuels, de l'incontinence urinaire et encore une fois de l'inflammation au niveau du vagin, donc possiblement des vestibulites. Les résultats souhaités, bien entendu, sont la production de la testostérone, d'aider l'axe hypogonadique, augmentation de la testostérone libre, on va y revenir voir la différence entre les deux,
Fonction sexuelle chez l'homme, l'augmentation de l'oxyde nitrique. Activité anabolique, donc on veut plus fabriquer du tissu que le défaire. Réduire l'activité excessive du cortisol. Réduire les niveaux de prolactine, qui est un problème chez certaines personnes. Et aider l'équilibre entre FSH-LH. Et en finissant aussi, aider bien entendu la reproduction et la fertilité pour ceux qui sont en âge de se reproduire. Il ne faut pas oublier que chez la femme, la testostérone est très importante. Donc même si la quantité, elle est vraiment moins importante, elle est quand même très très impliquée au niveau de la santé globale. Un point ici important, c'est que la pilule anticonceptionnelle qui est tellement utilisée chez les jeunes femmes ne contient pas de testostérone. De plus, elle cause des carences en vitamine B6 et on le sait que la vitamine B6 est impliquée pour la détox des estrogènes. Donc, en prenant la pilule anticonceptionnelle, souvent les femmes vont se ramasser avec des problèmes de libido ou de dépression. Donc, c'est un point à ne pas oublier. Le plus qu'on va être en dominance d'estrogène aussi et mal métabolisé par le foie, le plus qu'on va augmenter une molécule qui s'appelle le Sex Hormone Binding Globulin, on va y revenir tantôt, qui va réduire davantage la testostérone libre chez la femme. La testostérone va être aussi un problème chez la femme à un autre niveau, donc des fois ça va être une augmentation de la testostérone lors d'ovaires polykystiques. Donc on voit souvent le terme en anglais PCOS, le terme en français c'est SOPC pour syndrome des ovaires polycystiques. Donc, c'est un problème qui est relié à la résistance à l'insuline de façon systémique, mais parfois on peut le voir aussi chez des femmes qui n'ont pas nécessairement un problème au niveau de l'obésité, donc pas un problème au niveau de la gestion de l'insuline systémique, mais plutôt spécifique dans les ovaires. Donc, des fois, les femmes qui sont plutôt minces vont être mal diagnostiquées parce que c'est plus rare, mais ça peut arriver que le problème se situe juste au niveau de l'ovaire. À ce moment-là, il y a un blocage dans une partie de l'ovaire qui va faire que la molécule d'androgène ne sera pas convertie en estrogène, donc va rester au niveau masculin et va faire augmenter les taux de testostérone chez la femme. Il y a un lien très important ici avec les ovaires polykystiques et l'hypothyroïdie et la déficience en iode. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à ne pas manquer mes formations que j'offre pratiquement chaque année maintenant sur l'hypothyroïdie. Maintenant, si on continue dans la fonction spécifique au niveau des gonades, donc l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, qui est lié avec la stimulation qui provient du cerveau avec l'hypothalamus et l'hypophyse, qui disent aux testicules de faire la testostérone. Donc, l'hypothalamus sécrète l'hormone gonadolibérine qui stimule l'hypophyse, à libérer l'hormone follicule stimulante, la FSH, et l'hormone lutéinisante, la LH. Donc, la FSH et la LH sont des hormones gonadotropes qui vont stimuler la croissance des gonades. Il y a deux formes au niveau des problèmes avec la testostérone. Donc, il y a le terme qui s'appelle hypogonadisme primaire et secondaire. Quand il y a diminution de la fonction des gonades qui va résulter au niveau des niveaux bas de testostérone, c'est appelé justement hypogonadisme. Par contre, il va avoir la forme primaire lorsque c'est vraiment les gonades, dont les testicules, qui sont le problème. Les causes vont être influencées par des facteurs génétiques ou une malformation, une infection directement au niveau des gonades ou une blessure, par exemple. Il peut y avoir des complications post-chirurgicales, des traitements reliés au cancer. L'hématochromatose va être liée également à ce problème-là, dont l'excès de fer dans les tissus. Donc, un point vraiment important d'insister que nos clients aient un bon suivi au niveau des analyses sanguines, surtout avec le fer et la ferritine. Ensuite, quand c'est de l'hypogonadisme secondaire, c'est plutôt un problème qui provient du cerveau avec l'hypophyse ou l'hypothalamus. Les causes qui vont influencer ceci vont être, encore une fois, des facteurs génétiques, mais ça peut être directement un problème au niveau de l'hypophyse. Les médicaments aussi, plusieurs médicaments de prescription vont influencer à ce niveau-là, et d'autres hormones androgènes comme l'excès d'estrogène qu'on va voir plus tard. L'hyperprolactinémie également, l'obésité, les maladies inflammatoires, le vieillissement et le stress oxydatif. Maintenant, au niveau des tests de diagnostic, la première chose qui nous vient en tête, c'est de mesurer la testostérone.
Oui, c'est important, ça fait partie du gros portrait, mais c'est une erreur de mesurer juste la testostérone. Parce que premièrement, il faut vraiment évaluer tous les autres facteurs qui viennent en ligne de compte. Parce que la testostérone peut être normale et ça peut être plusieurs autres facteurs qui influencent, comme la molécule qu'on va voir plus tard au niveau de la liaison avec la testostérone. Donc, on veut premièrement mesurer la testostérone libre et on veut voir la conversion périphérique dont la DHT, l'estradiol, l'estrone. On veut voir les marqueurs au niveau du foie dont la SHBG qui est des fois nommée TEBG. Donc, c'est la molécule de transport pour la testostérone, donc Testosterone Binding Globulin ou Sex Hormone Binding Globulin. C'est deux termes, donc une qui est juste spécifique quand on parle de testostérone. Ensuite, l'albumine, qui est une autre molécule qui va influencer le transport de la testostérone dans le sang. Comme on le sait, les surrénales sont très impliqués à cause du facteur de stress qui va aller dans la cascade de production hormonale à partir du cholestérol. Donc, on veut mesurer idéalement le DHEA, le cortisol, la progestérone. Ensuite, au niveau de l'hypophyse, pour mesurer justement les facteurs qui peuvent partir du cerveau, on peut avoir un portrait de la FSH, LH et prolactine. Au niveau de la thyroïde, il y a bien entendu la TSH qui se fait de routine au Québec. Les autres molécules comme la T4, la T3 sont plus difficiles à avoir au Québec à cause des lois. Donc, si la TSH sort normale, le laboratoire normalement va refuser de vérifier la T4 et la T3, malheureusement. On va avoir d'autres outils que je vais vous présenter un peu plus tard. Ensuite, au niveau de la prostate, il y a le PSA, mais ne pas oublier de vraiment suggérer le toucher rectal, surtout pour vos clients en haut de 45 ans. Mais malgré tous ces facteurs-là, qu'est-ce qui demeure le plus important, et on va y revenir plus en détail plus tard, c'est les ratios entre la testostérone libre, le SHBG, l'albumine et l'estrogène qui n'est pas nommé ici. Maintenant, au niveau de l'SHBG, c'est la molécule que je vous parle depuis le début, qui est nommée la Sex Hormone Binding Globulin. Elle est produite principalement par le foie. Au niveau des statistiques, j'ai eu de la difficulté à vous trouver vraiment la vérité, donc c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Mais selon mes recherches, 45 à 50% de la testostérone serait liée à la SHBG et 50% avec l'albumine, l'autre molécule de transport, mais d'une façon plus faible. La testostérone se lie avec la SHBG avec une affinité plus élevée que l'estradiol. Une augmentation de l'SHBG pourrait contribuer à l'augmentation du rapport justement entre le E2 libre et la testostérone, donc un ratio très important. Comme on mentionnait tantôt, elle est énormément réduite par la contraception de type onavulant, ce qui va réduire la libido et la motivation chez la femme. Au niveau de la régulation, la SHBG elle est très sensible à l'excès d'insuline. Donc, le lien entre la prise de poids au niveau du tour de taille pourrait peut-être s'expliquer à ce niveau-ci. Chaque fois que vous mangez du sucre ou de l'amidon, l'hormone insuline est libérée, ce qui déclenche l'aromatase. Et donc, deux choses peuvent se produire. L'aromatase, on va y revenir tantôt, mais c'est la conversion, comme je disais, de l'estrogène à partir du gras dans votre corps. Donc, la testostérone se transforme en estrogène et une hormone liée, appelée la SHBG, se lie à la testostérone pour la rendre inactive. Dans une étude dans laquelle les hommes avaient une sensibilité normale à l'insuline, donc ils n'étaient pas diabétiques, ont connu une diminution de 25% de la testostérone après avoir bu une boisson sucrée. La testostérone est restée faible pendant 2 heures et presque 80% des hommes ont eu la testostérone réduite à un niveau de déficience clinique. Donc, le plus que vous mangez sucré, le plus que vous mangez du sucre rapide qui va avoir une influence sur la libération d'insuline et créer un pic d'insuline dans votre sang, le plus que votre testostérone va être diminuée. Donc, pour un homme qui veut justement s'entraîner et qui voudrait avoir un niveau de testostérone plus élevé pour avoir plus d'énergie, plus de force et plus de facilité à fabriquer du muscle post-entraînement, ce n'est vraiment pas intéressant d'utiliser des glucides en trop grande quantité ou des glucides rapides en pré-workout, comme on dit en anglais, donc pré-entraînement.
Ensuite, il y a des maladies qui vont abaisser la SHBG, comme le syndrome des ovaires polykystiques, le diabète et l'hypothyroïdie. Il y a d'autres maladies, par contre, qui vont l'élever. Donc, c'est pas mieux, la SHBG, on n'en veut pas trop ni pas assez. Les deux vont s'opposer au transport de la testostérone dans le sang. La grossesse, l'hyperthyroïdie, l'anorexie et certains cancers, mais ça, c'est un petit peu moins démontré. Donc, la SHBG, comme on dit, c'est une molécule de protéines qui est excrétée par le foie. Et on le sait que à l'adolescence, c'est un problème, la testostérone, justement, qui va souvent causer l'acné. Donc, le jeune homme produit jusqu'à 120 fois plus de testostérone que d'estrogène. Par un mécanisme de rétroaction, les taux sont généralement constants. À l'adolescence, justement, comme on disait, l'acné est un problème et c'est vraiment en relation avec les androgènes excédentaires. Un taux trop bas de SHBG, donc une bonne raison de supporter le foie. Donc, pas juste pour on pense souvent au foie pour l'élimination de toxines, mais c'est également pour le transport, pour éliminer la mauvaise conversion de testostérone. La peau, pourquoi elle est plus sensible à ce problème, c'est qu'elle démontre une plus grande activité justement de l'enzyme 5-alpha réductase qui est liée avec la transformation de la testostérone en déhydrotestostérone. La testostérone est dépendante de la conjugaison, donc un des processus de détoxification du foie comme la glucuronidation et la sulfation du foie lors de la phase 2. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc l'action de la testostérone serait en quelque sorte une pro-hormone. Donc, 1 à 5% est converti en estradiol par l'aromatisation. 2% serait converti en androstenadiol et 4% serait converti en déhydrotestostérone. La déhydrotestostérone serait beaucoup plus puissante à cause de l'enzyme 5-alpha réductase. Au niveau de la cible de la déhydrotestostérone, on parle de la prostate, des vésicules séminales, des organes génitaux externes et le bulbe du cheveu de la peau. Donc, c'est, comme je disais tantôt, une des raisons de la calvitie, surtout chez l'homme, mais chez la femme. Donc, un point important, quand vous avez des clients qui vous disent, en fait, des clientes qui vous disent qu'ils perdent leurs cheveux, il faut toujours demander, est-ce que c'est une perte globale ou est-ce que c'est une perte plus devant, comme, justement, la perte de cheveux chez l'homme, parce que chez la femme, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la perte de cheveux, mais l'excès de testostérone qui est mal converti en déhydrotestostérone pourrait être un problème et à ce moment-là, il faut justement aller supporter de la même façon qu'on va supporter chez l'homme. Au niveau de la cible de testostérone, on va également avoir une cible au niveau de l'embryon, muscles, les spermatozoïdes, bien entendu, les os, les reins et le cerveau. Maintenant, au niveau de l'andropause, c'est un terme qui est un peu controversé. Oui ou non, est-ce que ça existe vraiment? L'andropause est moins catégorique que la ménopause parce qu'il n'y a pas une chute brutale comme chez la femme. Donc, il n'y a pas de critères officiels en termes hormonaux. Il s'agit plutôt d'une lente diminution de la testostérone ou plus précisément un déséquilibre entre la testostérone et l'estrogène. Maintenant, si on compare entre l'andropause et la ménopause, chez l'homme, il va y avoir bien entendu une diminution de la testostérone, une augmentation du pourcentage de gras, une augmentation des maladies cardiovasculaires et une augmentation du risque de cancer de la prostate et de l'ostéoporose. Tandis que chez la femme, il va y avoir une diminution de l'estrogène et une augmentation du gras aussi, mais il va y avoir une augmentation de la testostérone chez la femme et on pourrait rajouter dans la liste chez l'homme une augmentation de l'estrogène. Donc, chez la femme aussi, on va avoir une augmentation du risque des maladies cardiovasculaires et des risques du cancer du sein. Mais l'image qu'on doit avoir, c'est que quand l'andropause s'installe, l'homme devient plus féminisé et la femme, malheureusement, devient plus masculinisée. Donc, c'est vraiment un renversement des rôles avec le vieillissement du corps.
Donc, d'autres effets de la diminution de la testostérone, on a parlé depuis le début l'augmentation du gras abdominal, mais est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Les deux sont extrêmement liés. Donc, quand la testostérone baisse, on a plus de chances d'avoir de la résistance à l'insuline et déposer du gras autour de la taille, mais on pourrait aussi augmenter nos chances de diminution de testostérone si on se laisse aller et qu'on prend du poids autour de la taille en lien avec une mauvaise gestion des glucides et de l'insuline. D'autres symptômes, il peut y avoir une augmentation du cholestérol, mais comme on a vu au début, aussi une baisse. Donc, si votre client est très stressé, il peut y avoir une baisse ou par un problème au niveau du foie, dont la santé du foie va fabriquer énormément de cholestérol, ou une mauvaise apport alimentaire. Donc, les deux vont être problématiques. Un autre paramètre à vérifier dans les analyses sanguines serait de la fibrinogène, qui est en lien aussi avec les maladies cardiovasculaires. Les triglycérides, bien entendu, de plus en plus, on voit des liens encore plus importants de baisser les triglycérides avant même de baisser le cholestérol pour prévenir les maladies du cœur. Donc, on va avoir également un manque d'élasticité au niveau des artères, ce qui va augmenter les risques justement de rupture. Une augmentation de la pression sanguine et, comme on a vu plus tôt, les symptômes de dépression, concentration, etc. Donc, les 5 causes de la diminution de la testostérone seraient par la conversion, en fait, une trop grande conversion de la testostérone par l'aromatisation ou une déficience du foie pour détoxifier les estrogènes. Trop de testostérone liée à la SHBG, une insuffisance sécrétée par l'hypophyse, donc le messager LH ne serait pas assez sécrété, diminution locale de la production directement par les testicules et un taux inadéquat de DHEA par le stress chronique qui affecte les surrénales. Maintenant, si on s'attarde maintenant à l'estrogène, donc depuis tantôt on parle de l'aromatisation, le gras abdominal est très en lien avec la résistance à l'insuline et plus que le gras corporel augmente, le plus qu'on va fabriquer cette enzyme qu'on appelle l'aromatase. Plus que de l'aromatase, plus que la testostérone va être transformée en estrogène. Donc, par l'excès de la SHBG, il va donc y avoir une estrogénation de nos hommes. Le zinc est le plus grand inhibiteur de l'aromatase. D'ailleurs, quand je vous montrais la photo au niveau du profil de la silhouette qu'on peut mesurer par la méthode biosignature, c'est extrêmement reconnu et expliqué dans la formation que quand les hommes ont un problème au niveau du gras sur le pectoral, bien entendu, il faut travailler le système global et le foie, mais il faut vraiment s'assurer que le client ne manque pas de zinc. Le zinc est un des minéraux les plus difficiles à absorber, très relié par le manque d'acide chlorhydrique. C'est évalué par un spécialiste en nutrithérapie qui s'appelle Jean-Paul Curté, que 83% de la population française serait déficient en zinc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je mesure chez chaque client et je travaille énormément avec le zinc avec des bons résultats. Au niveau thérapeutique, par contre, si on va avec des dosages de 30 à 90 mg par jour, je conseille vraiment un suivi, donc de ne pas laisser le client aller pendant trop longtemps avec un aussi gros dosage. Le zinc va être réduit également par la consommation de l'alcool. Et comme je disais, au niveau du manque d'acide chlorhydrique, j'ai un webinaire enregistré sur la digestion qui explique vraiment les détails de comment tester ça chez vos clients et comment remédier à ça. Quel supplément donner au début en aigu et ensuite pour corriger la situation, pour que la personne soit capable de produire elle-même éventuellement sa propre production d'acide chlorhydrique. Ensuite, il y a la résistance à l'insuline, comme on a mentionné plus tôt, qui amène un déséquilibre au niveau des prostaglandines et qui va causer de l'inflammation. Et les molécules inflammatoires vont causer une mauvaise communication entre les hormones. Encore une fois, on continue dans le domaine des estrogènes. Maintenant, les xénoestrogènes qui sont présents, donc c'est des molécules qui vont imiter, qui vont ressembler à l'estrogène, qui vont pouvoir s'agripper au même récepteur que l'estrogène dans le corps, qui sont présents dans l'environnement actuel, donc présents dans l'asphalte, l'essence, l'huile de coton, les parfums, les cosmétiques. Donc, il ne faut vraiment pas oublier, on aime ça quand nos hommes sentent bon, mais évaluer quelle sorte de parfum qu'ils utilisent. Est-ce que c'est des parfums de synthèse? La plupart le sont.
Est-ce qu'ils utilisent des cosmétiques qui sont parfumés, qui contiennent des molécules toxiques? Ensuite, tous les pesticides, les herbicides, les engrais chimiques, c'est des molécules qui vont se concentrer dans le gras. Donc, lors d'une perte de poids, il ne faut pas oublier de supporter la détoxification et la santé du foie. C'est des molécules qui sont non biodégradantes, donc qui vont s'accumuler de génération en génération, qui vont être présentes dans le sol pendant très, très longtemps. Les xénoestrogènes sont responsables des seins fibrokystiques et du cancer du sein. On le sait que le cancer du sein peut être même présent chez l'homme, donc c'est un cancer qui est en hausse malheureusement. Ici aussi, on va pouvoir voir des malformations du pénis qu'on appelle micropénis, donc c'est pas juste des gens qui sont pas choyés par la nature. Ici, on parle vraiment d'une malformation à la naissance. Donc, également une diminution de la quantité de sperme et des testicules qui pourraient être non descendus lors de la naissance. Il va également avoir une possibilité d'augmentation de tumeurs à l'hypophyse. D'autres toxines qui sont liées aux problèmes au niveau de la testostérone sont les phtalates. Donc, les phtalates sont retrouvés dans le plastique, les plastifiants, les cosmétiques. Donc, tout ce qui est PVC, c'est pas mentionné ici, mais toutes les PVC, donc les maisons qui sont fabriquées avec des molécules de PVC à l'extérieur comme à l'intérieur, sont vraiment l'ennemi de votre virilité, de vos testicules. Donc, il y a un lien avec le cancer des testicules et de la production de la testostérone. Les phtalates sont également trouvés dans plusieurs molécules dans notre environnement, plusieurs choses qu'on n'a aucune idée qui vont nous intoxiquer, comme les factures. Donc, les factures qui sont imprimées, là, qui peuvent s'effacer avec le temps, c'est une source de phtalates. Donc, si vous avez des clients qui travaillent comme des comptables ou qui travaillent comme caissiers, etc., ça peut être intéressant de leur parler d'une détoxification ou de faire attention quand ils manipulent toutes ces factures-là. Au niveau du foie, je voulais faire une petite parenthèse parce que dans le domaine de la naturopathie, des fois, les gens vont s'en tenir avec des produits comme des extraits de plantes pour soutenir le foie. Mais il faut vraiment faire la distinction, surtout quand on parle des xénoestrogènes, puis des autres molécules impliquées dans l'inhibition de la testostérone. Il faut vraiment faire la distinction entre un flush du foie, donc un drainage du foie et une réelle détoxification métabolique. Donc, les modes de détoxification proposés par nos prédécesseurs en médecine alternative et en naturopathie, plutôt dans le passé, étaient surtout basés sur les fonctions de drainage des émonctoires. Donc, de drainer le foie, la vésicule biliaire, reins, lymphe, etc. Ils employaient souvent des plantes amères aux propriétés diurétiques, cholagogues et cholérétiques comme l'artichaut, le bol d'eau, le pissenlit et le radis noir. Cette approche est intéressante quand même. Elle va soulager habituellement la congestion digestive et intestinale. Les gens vont se sentir mieux en prenant ces produits-là. Mais il ne faut pas oublier qu'elle ne permet pas de seconder le foie dans ses fonctions de détoxification complète de phase 1 et 2. Notre organisme a besoin de nutriments comme les acides aminés afin d'éliminer les toxines présentes dans notre environnement quotidien, comme les pesticides, les métaux lourds et les dérivés de plastique. Donc, une petite parenthèse importante, je sais que les gens promouvent encore les cures et les jeûnes, soit complets ou les jeûnes à base de jus. C'est maintenant 100% démontré scientifiquement que le corps est incapable de se détoxifier complètement les molécules qui sont mentionnées ici lors d'un jeûne ou un jeûne de jus parce qu'on n'apporte pas les acides aminés essentiels pour que le foie fasse sa phase 1 et 2 complète. Donc, la personne, elle peut faire un jeûne ou un jeûne de jus et se sentir plus léger, c'est certain. Bien entendu, on donne une pause complète ou partielle au niveau du système digestif et la personne consomme moins de calories et de molécules difficiles à digérer pour certains. Donc, la personne, elle va avoir un bienfait, mais elle ne va pas nécessairement être capable de faire sortir des toxines très dangereuses comme les métaux lourds, les plastiques. Donc, ici, on voit visuellement que le foie a sa phase 1, sa phase 2 et la phase 3, ne pas oublier de supporter au niveau du rein, donc s'assurer que l'urine n'est pas acide. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, encore une fois, j'ai un autre webinaire d'enregistré qui est sur le site de Robert et Fils qui s'appelle la détoxification métabolique qui vous explique en détail tout ce que le foie a besoin pour fabriquer une détox métabolique complète. Donc ici, on voit l'implication des cytochromes,
et en phase 2, toutes les phases de détoxification importantes qui sont dépendantes d'acides aminés pour bien fonctionner. Maintenant, si on continue dans la dernière partie au niveau du métabolisme de l'estrogène, on voit ici la cascade que le corps va faire au niveau de l'hydroxylation impliquée dans le foie pour convertir les mauvais estrogènes en différents types d'estrogènes. Donc, on le sait qu'il y a les molécules, les dérivés 2OH, 4OH et 16OH. On le sait que le 4 et le 16 sont impliqués plutôt dans les problèmes de cancer, entre autres, et la dominance en estrogène, tandis que le 2OH va être la molécule d'estrogène protecteur. Donc, en anglais, on appelle ça « the good, the bad and the ugly ». Donc, 3 phases au niveau de la conversion du métabolisme des estrogènes. Dans la première étape, vous avez les molécules du DIM. Donc, ça, c'est le I3C qui est converti. Chez Douglas, vous avez un DIM exceptionnel qui est présenté encore une fois dans un webinaire sur la santé des estrogènes. C'est un produit qui a été développé par une gynécologue et c'est une molécule qui est micro-encapsulée pour permettre une meilleure assimilation et pour protéger, pour pas que la molécule soit mal convertie par le corps. Donc, ça s'appelle DIM Enhance dans Douglas, un produit vraiment exceptionnel. On a beaucoup de feedback lors de nos meetings entre naturopathes, donc très, très intéressant pour aider autant les hommes que les femmes qui auraient une dominance en estrogène. Dans la deuxième partie, donc ici on voit la méthylation, une partie extrêmement importante dans la détoxification phase 2, qui est impliquée, oui, dans la détoxification de l'estrogène, mais aussi même au niveau du bien-être psychologique, prévention du cancer, prévention de l'inflammation, prévention de plusieurs maladies auto-immunes, hypothyroïdie et j'en passe. La méthylation est dépendante des vitamines du groupe B. Donc, le complexe B ici va être vraiment intéressant et surtout la forme activée contenant la forme activée de acide folique nommée 5-méthyltétrahydrofolate. Dans les produits Pure Encapsulation, vous allez retrouver les formes activées, dont l'acide folique qui est nécessaire pour faire une bonne méthylation, une deuxième partie de la conversion des estrogènes. D'autres substances très étudiées pour supporter le métabolisme ici vont être les probiotiques, parce qu'une fois que le foie va avoir fait son travail, la liaison qui va être faite pour éliminer via les selles pourrait être défaite s'il y a des mauvaises bactéries. Donc, on veut avoir une bonne flore intestinale et supporter avec des probiotiques. Ensuite, le curcuma, le wasabi, l'extrait de thé vert, le chrysine va être aussi impliqué au niveau du métabolisme dans la partie du foie et le calcium déglucarate aussi, donc dans la phase 2, mais le calcium déglucarate va être aussi reconnu pour empêcher la réabsorption des oestrogènes au niveau intestinal. Donc, en résumé, au niveau des comorbidités endocriniennes, qu'est-ce que, en fait, les autres pathologies endocriniennes qui vont être affectées par des niveaux bas de testostérone, on les a nommées, mais juste pour faire un petit résumé, bien entendu, la dysfonction de la thyroïde, dysfonction des surrénales, hyperprolactélémie, on va y revenir, pauvre métabolisme de l'estrogène, la résistance à l'insuline et les maladies de la prostate vont être tout interreliés. Maintenant, si on s'attarde au niveau des surrénales, le lien, je vais essayer de passer en travers ici. Je ne pense pas que c'est la première fois que vous regardez une explication au niveau de la production des hormones du stress. Il ne faut juste pas oublier que ça part et que tout est relié au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et que ça va directement affecter au niveau des gonades, dont les testicules. Le stress va augmenter l'épinéphrine, dont l'adrénaline, et qui va affecter plusieurs neurotransmetteurs. La recherche suggère que l'augmentation des catécholamines peut inhiber la production ou même la libération de la testostérone dans des conditions de stress extrêmes. Donc, je vais passer en travers ici rapidement parce que je vois l'heure avancer, ça va vraiment vite. L'important, c'est de comprendre à quel point le stress va inhiber la cascade de la production de la testostérone et même de l'estrogène dans certains cas par qu'est-ce qu'on appelle en anglais le cortisol steal.
Donc, le plus qu'on est stressé, c'est vraiment la production du cortisol pour une raison de survie qui va dominer dans la production des hormones. Au niveau de l'hyperprolactinémie, c'est quelque chose d'un petit peu moins connu, mais c'est quelque chose qu'on va voir justement quand il va y avoir une inflammation au niveau du sein chez l'homme. Donc, il peut avoir des pectoraux avec un peu trop de tissu adipeux, donc d'épaisseur de gras, mais il peut avoir carrément une inflammation de la glande mammaire qui s'appelle gynécomastie. Et à ce moment-là, ça peut être en lien avec l'hyperprolactinémie, parce que la prolactine est reliée justement au niveau de la lactation chez la femme et qui pourrait influencer chez l'homme. Donc, intéressant d'aller faire une analyse sanguine à ce moment-là. L'hyperprolactinémie, elle est reliée à la baisse de libido, la dysfonction érectile, l'infertilité, etc. Donc, les causes vont être souvent l'hypothyroïdie ou l'hyperestrogénémie. Au niveau des ratios, ça va être très intéressant de prendre ça en note. Donc, c'est plutôt les ratios, comme on disait plutôt, entre l'estradiol et la testostérone libre qu'on veut regarder. Donc, on veut que ça soit inférieur à 1. Ensuite, au niveau de la testostérone totale divisée par l'estrogène, on parle de 80 à 120. Et ensuite, le ratio entre la progestérone et l'estrogène doit être environ 15 à 20. On peut également, si on a les données, regarder entre la DHEA et cortisol, 15 à 25, et la testostérone totale divisée par le SHBG pour calculer justement la testostérone libre. Au niveau de la résistance à l'insuline, un petit point ici que j'aime mettre de l'emphase, c'est que souvent, les gens vont être testés juste pour le taux de glucose. Mais aussitôt que le taux de glucose est en haut de 5,3 de façon plus que 2 fois consécutive, ou que vous voyez que votre client a une augmentation du gras abdominal, c'est très intéressant d'essayer d'avoir l'hémoglobine glyquée. Toutes les recherches en médecine fonctionnelle mentionnent que quand les résultats de l'hémoglobine glyquée est supérieur à 0,054, donc à partir de 0,055, il y a un début de résistance à l'insuline. Donc, c'est très intéressant de faire de la prévention pour prévenir le diabète. Donc ici, on parle encore des ratios en DHEA cortisol. Je pense que ça se répète beaucoup. Je vais juste garder du temps pour vous parler du lien avec la testostérone. Je vais sauter ici. Au niveau des ratios, ici c'est très logique, c'est juste de ne pas oublier que quand on regarde des résultats, si on parle des percentiles 1, 2, 3, 4, sont considérés normaux, mais la plupart des gens vont quand même avoir des symptômes de baisse de testostérone s'ils se retrouvent dans le percentile 1 et 4. Donc, on veut vraiment que notre client, idéalement, soit dans le percentile 2 et 3 pour être optimal au niveau du taux de testostérone. Ensuite, au niveau des ratios, quand on regarde la testostérone et l'estradiol, il faut savoir que les deux ne sont pas mesurés de la même façon. Un est mesuré au niveau des molécules gravimétriques et donc il y a des unités molaires et des unités gravimétriques. Vous avez le lien de facteur de conversion pour vraiment faire le bon ratio. Il faut absolument convertir. C'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas m'attarder à ça parce que je sais que c'est pas tout le monde qui m'écoute ce soir qui font des analyses au niveau salivaire, mais vous avez la référence si besoin dans le bas. Donc ici, je voulais vous partager un exemple de cas vraiment intéressant. Un athlète de fitness que j'ai eu qui était en post-compétition, qui est venu me voir parce qu'il y avait plusieurs symptômes. Il suspectait justement que son taux de testostérone était bas. Donc un homme de 35 ans qui avait malheureusement pris des substances anabolisantes et de la T3 illégalement prescrite. Dans le domaine de fitness, c'est une réalité, c'est triste. Même quand les gens témoignent de faire une compétition sans produit, en fait sans drogue, comme on dit, malheureusement, souvent les gens vont avoir pris ça parce que c'est pas détectable dans les résultats sanguins quand c'est arrêté quelques semaines avant la compétition. Donc, c'était avant tout un homme d'affaires, en plus d'être un athlète de fitness, qui était stressé. Quand on a fait un suivi ensemble, sa température basale était très basse, là, dans les 35 degrés Celsius. Sa digestion était très lente depuis longtemps. Il n'était pas capable de manger autant que les autres athlètes de fitness de son niveau. Si on regarde les résultats, sa testostérone était vers le bas, mais c'est pas ça qui était vraiment flagrant. Plutôt sa DHEA, qui était basse, donc
comme on a dit, une des hormones importantes en lien avec le stress chronique, la santé des surrénales. Sa vitamine D était très basse, donc la vitamine D, on le sait, qui est une pro-hormone très, très impliquée pour la production de la testostérone, la santé de la thyroïde et tout. Mais je veux attirer votre attention au niveau de sa TSH, parce qu'on va rentrer dans le détail de la thyroïde maintenant. Sa TSH était normale. Donc, faut pas se fier à la TSH. Ça, c'est le premier règlement, parce que malheureusement, la thyroïde, c'est extrêmement complexe et des fois, la personne va produire ses hormones, mais ne sera pas capable de l'utiliser. Il va y avoir plein d'autres facteurs qui vont venir en ligne de compte. Donc ici, c'est un client qui avait besoin d'un support pour ses surrénales, bien entendu, avec la DHEA, une bonne prise de vitamine D, probablement un soutien au niveau du foie pour aider la santé de sa thyroïde, comme on va voir plus loin. Et bien entendu, d'arrêter de faire des compétitions de fitness qui sont, veut pas, un très grand stress au niveau du corps. C'est très, très exigeant et pour le corps, ça le met dans un état de stress chronique. Donc, la connexion entre la thyroïde et les gonades sont très, très démontrées. Ici, je vous ai mis des citations que j'ai pas traduites qui viennent de la conférence de Dr. Collins. Donc, Dr. Collins parle énormément de la thyroïde parce que c'est extrêmement documenté. Comme je vous disais au début, je me spécialise en hypothyroïdie depuis 2010. C'est une pathologie que j'ai développée énormément ayant vécu malheureusement ce problème de santé moi-même. Donc, un peu de révision. Il faut savoir que de tous nos glandes endocrines, la thyroïde est la plus importante. Et sans l'influence des hormones thyroïdiennes, la maturation et fonction des autres glandes sont impossibles. Donc oui, on va aller supporter la production de la testostérone et le transport de la testostérone avec l'histoire de la SHBG, mais il ne faut pas oublier la thyroïde. Voici les livres sur lesquels je me base pour toutes les informations que je vous présente au niveau de l'hypothyroïdie. Et aussi une série de conférences, donc un autre summit qui s'appelait The Thyroid Sessions, donc environ 24, ou encore une fois 24 conférenciers des plus spécialisés au monde au niveau de la santé de la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est comme un chef d'orchestre ou encore un moteur qui va régulariser le métabolisme de toutes les parties de notre corps jusqu'aux minuscules mitochondries. Les signes cliniques et les symptômes, vous pouvez les retrouver sur mon site web et sur ma page Facebook que je vous donne en lien à la fin. Mais juste rapidement, si vous les regardez, c'est des signes et des symptômes qui vont ressembler drôlement au manque de testostérone. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Il faut essayer de décortiquer justement, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Qu'est-ce qu'on va aller supporter en premier chez notre client? La liste est extrêmement longue. L'hypothyroïdie, c'est quelque chose, étant donné qu'il touche toutes les parties de notre corps et dépendamment de la génétique, certaines personnes vont avoir des symptômes et l'autre non, parce que ça va être vraiment, ça va aller affaiblir justement la partie de notre corps qui est plus faible selon notre propre génétique et notre mode de vie. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a vraiment une interaction entre la production des hormones thyroïdiennes, le messager qui est la TSH, et le foie. Donc, les hormones thyroïdiennes vont être converties par le foie en forme active. Très, très, très important. Encore une fois, depuis tout à l'heure, on parle du foie pour non seulement supporter la SHBG, mais éliminer l'excès d'estrogène. C'est une maladie qui est très sous-diagnostiquée. D'après la plupart des médecins qui se spécialisent, donc ceux qui font de la médecine holistique ou de la médecine fonctionnelle, comme Dr. Brother Barnes, maintenant décédé, mais un des pionniers au niveau de l'hypothyroïdie, Dr. Murray, Marcola, Christine Nankop, Datis Karazayan, Chris Kresser, Mark Starr, Jacob Teitelbaum, tous ces spécialistes-là, plus ceux qui sont dans le Thyroid Summit, s'entendent pour dire que c'est une épidémie et que malheureusement, il y a juste 10% des gens qui sont diagnostiqués, mais que ça toucherait 40% de la population. Mark Starr, lui, a écrit un livre qui s'appelle Hypothyroidism Type 2, an Epidemic. Donc, c'est vraiment, comme je disais, pour certains auteurs, une épidémie. Encore une fois, ici, un tableau super intéressant que vous pouvez aller chercher sur le site de BioHealth Diagnostics pour vous aider à expliquer le lien entre le stress et la production
des hormones thyroïdiennes chez votre client. Donc, on peut voir à gauche l'axe au niveau de l'hypothalamus vers les surrénales. Donc, on voit adrenal en anglais. Et l'axe hypothalamus jusqu'à la thyroïde à droite. On voit clairement plusieurs liens entre la cascade de gauche et de droite, donc une inhibition même au niveau du messager qui est le TSH, Thyroid Stimulating Hormone, donc qui provient de l'hypophyse, qui dit à la thyroïde de fabriquer la T4, et ensuite une inhibition au niveau de la conversion de la T4 en sa forme active, la T3, ou même une surproduction de la RT3, qui est la reverse T3, c'est l'hormone de hibernation, qui est là pour aller ralentir une trop grande production d'hormones thyroïdiennes ou qui est là pour nous ralentir justement dans des saisons comme l'hiver, quand on est supposé de plus se reposer. Donc, l'excès de glucocorticoïdes, l'excès de cortisol va avoir une inhibition directe sur la conversion de la T4 en forme active T3. Et c'est une des raisons pourquoi des fois les analyses sanguines vont être complètement normales parce que la T4 va être présente, mais c'est la forme active qui ne sera pas bien convertie. Et cette conversion-là se fait surtout dans le foie et dans les reins. Et la flore intestinale est également impliquée. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui demande une approche extrêmement globale et complète. Maintenant, au niveau du diagnostic conventionnel, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir, c'est que la TSH, les laboratoires, les marges sont extrêmement larges. Donc, certains laboratoires maintenant que je vois vont jusqu'à 5,7. Mais malheureusement, rares sont les prescriptions avant 6, puis même, moi, je vois des gens qui sont rendus à 5,6 et que le médecin refuse de prescrire de la médication, même si la personne, elle est pratiquement invalide et a difficulté à se rendre au travail. Depuis plus de 10 ans, les nouvelles valeurs aux États-Unis qui ont été établies par l'American Association of Clinical Endocrinologists ont baissé les normes, en fait, ils ont rétréci les marges de 0,3 à 3,04. Donc, on s'entend qu'il y a une très, très grande différence. Tous les auteurs s'entendent pour dire qu'à partir de 3, il y a clairement un problème au niveau de la thyroïde ou par d'autres mécanismes qui vont influencer la thyroïde. Donc, ce n'est pas nécessairement la thyroïde qui est malade parfois. Donc, au niveau des normes aussi, au niveau de la T4 et T3, c'est quand même assez large. Puis, les anticorps, malheureusement, au Québec, sont pratiquement jamais identifiés. Ça peut être intéressant, surtout si la personne a des symptômes de haut et de bas. Je vais passer quand même rapidement au travers parce que c'est vraiment beaucoup d'informations, mais qu'est-ce que le point le plus important avec lequel je vais vous laisser ce soir au niveau de la thyroïde, c'est qu'en médecine fonctionnelle et en naturopathie, qu'est-ce qui est reconnu pour être le niveau optimal de la TSH, c'est 0,5 à 2. Aussitôt qu'on dépasse le 2, donc surtout 2,5, on doit suivre le client de plus près parce que souvent, c'est quelqu'un qui commence à monter les escaliers vers l'hypothyroïdie. Et quand on dit hypothyroïdie, on dit aussi une baisse de testostérone. Donc, il est fortement suggéré de faire un protocole en prévention et c'est là la beauté des choses en naturopathie. Donc, on peut aller supporter avec une réduction du stress. On peut aider avec des suppléments au niveau des nutriments importants pour la conversion et la production des hormones. Et on peut aussi aider la fonction du foie, des reins et de la flore intestinale. Donc, on ne rentrera pas dans le détail au niveau de l'hyperthyroïdie ici, mais en bas de 0,5, ça pourrait être un signe que la personne s'en va vers ça. Au niveau du T4, de la T3, on veut que ça soit 3/4 vers le haut des valeurs de référence, tandis qu'au niveau de la RT3, qui est pratiquement jamais mesurée ici, mais si jamais vous feriez affaire avec un laboratoire privé aux États-Unis, ça serait 3/4 vers le bas. Donc, d'autres tests à considérer, selon les spécialistes en médecine orthomoléculaire, si vous suspectez que la thyroïde, elle est le problème à la base du problème de testostérone chez votre client, on peut faire un 24 heures de T3 libre. C'est la mesure la plus précise pour vraiment mesurer la T3 parce qu'elle va fluctuer durant la journée. On veut voir si le cholestérol et le glucose sont élevés parce que quand la thyroïde ralentit, normalement, le cholestérol et le glucose peuvent augmenter. Le fer et la ferritine peuvent être basses, surtout chez la femme. Chez l'homme, par contre, faire attention parce que la ferritine, quand on a un problème au niveau de la santé du foie, le fer peut augmenter quand il y a une inflammation au niveau du foie. Le taux de prolactine, comme on a mentionné, va pouvoir être augmenté. On voit qu'il y a un lien clair avec la santé de l'hypophyse puis de l'hypothyroïdie. La température basale, extrêmement documentée, on va y revenir.
Il y a également les taux d'iode, parce que veux pas, l'iode va être en carence chez certaines personnes. C'est une molécule qui est très en carence quand les gens sont pollués avec le brome, le chlore, le fluor. Donc le brome, on retrouve ça dans les piscines, les spas ou dans certaines molécules, certaines choses dans notre environnement comme les ordinateurs, les nouveaux matelas. Le taux d'iode n'est pas mesuré dans le sang, il doit absolument être mesuré soit dans l'urine ou dans la salive. Donc, vous pouvez faire un 24 heures via un laboratoire privé. Sinon, moi, à la Prairie, donc près de Brossard, ou José Roya de Romanville, on possède l'appareil QFA qui mesure sur place la quantité d'iode dans la salive et l'urine. Ça va être important aussi de vérifier le taux de sélénium, donc soit par une analyse de cheveux ou d'urine, parce que le sélénium va être très, très important dans la conversion de la forme active d'hormones thyroïdiennes. Et le zinc, encore une fois, soit par l'analyse de cheveux ou le test de goût, ou idéalement les symptômes globaux chez votre client. Le zinc va être important dans la fabrication de l'hormone thyroïdienne, mais aussi dans la conversion de la forme active. Donc, pour tous les gens qui prennent la synthroïde, on veut vraiment qu'il y ait suffisamment de zinc pour que le client soit capable de convertir son médicament en forme active. Les causes moins connues, on passe en travers, mais c'est encore la mode, le végétarisme et le vegan. Il ne faut pas se cacher que ça cause des carences et que le végétarisme et le vegan est vraiment relié à des problèmes d'hypothyroïdie. Donc, c'est extrêmement documenté. Par manque de protéines, ça cause des carences en fer, en zinc, en B12 surtout, mais aussi en L-carnitine, en gras saturés. La thyroïde aime les gras saturés, en vitamine A et en choline. On a mentionné la santé du foie, manque d'acide chlorhydrique et de pepsine au niveau de l'estomac, inflammation, hyperporosité de l'intestin ou mauvaise flore intestinale, les infections cachées qui peuvent affecter la thyroïde aussi, l'excès d'estrogène, l'excès de toxines qui sont comme les xénoestrogènes et les émotions qui sont reliées à la communication. Donc, pour finir avec l'hypothyroïdie, la première étape, c'est de voir les signes et symptômes. La deuxième étape, c'est de voir un médecin pour les analyses sanguines pour avoir un vrai portrait. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est une forme diagnosticable ou c'est une forme subclinique plus fonctionnelle? Et peu importe le diagnostic médical, je vous recommande fortement de vérifier le métabolisme basal par la température corporelle. Vous pouvez trouver la méthode détaillée sur mon site web. Donc, il y a 2 méthodes reconnues, une sous le bras et une par la bouche, une qu'on fait le matin, une qu'on fait en plein jour. Donc, idéalement, c'est de faire les 2 méthodes, mais la plus importante, c'est celle le matin, qui est la plus documentée. Donc, ici aussi, c'est en finissant un résumé pour la santé de la thyroïde que vous pouvez trouver sur le site web de l'Institut de médecine fonctionnelle. Donc, très intéressant, encore une fois, comme information à présenter à vos clients. Et vous avez sur le site web de Dr. Collins plusieurs questionnaires, pas traduits, mais qui peuvent peut-être vous aider à vous enligner au niveau de la fonction de la thyroïde. Maintenant, on est rendu dans l'alimentation et comment elle influence les taux de testostérone. C'est quoi, d'après vous, l'erreur numéro 1 que notre société a fait autour des années 70 dans l'alimentation? On a blâmé le beurre et les gras saturés pour les maladies cardiovasculaires et on a malheureusement commencé à réduire ces sources-là et les remplacer par des gras végétaux raffinés comme la margarine et l'huile de canola. Donc, la réduction des gras saturés, donc par peur, a eu un impact au niveau du taux de cholestérol et de la production de la testostérone qui est intimement liée, comme on parle depuis le début. Les 2 références que je vous propose pour soutenir ce que je viens de vous présenter, c'est un livre écrit par un cardiologue, Johnny Bowden, The Great Cholesterol Myth, qui explique les erreurs médicales et les erreurs des recherches qui ont été proposées dans les années 70 et pourquoi qu'on devrait réintroduire le gras animal, les jaunes d'œufs et le beurre dans notre alimentation. Ensuite, il y a Dr. Mary Innings, qui est une PhD spécialisée en gras, qui a écrit un livre sur le gras de coconut et comment on peut augmenter notre métabolisme en mangeant du gras. Donc, Eat Fat, Lose Fat, un autre super de belle référence. D'ailleurs, la thyroïde aime, comme j'ai dit, les gras saturés et va pouvoir promouvoir la santé de la testostérone. Une parenthèse avant de poursuivre, par contre,
Le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir lourds et qui vont avoir une gestion lente quand ils vont manger trop de gras. Mais est-ce que c'est vraiment le gras le problème ou est-ce que c'est plutôt la santé digestive? Combien de gens ont un foie lent? Combien de gens ont une vésicule biliaire qui est congestionnée? Donc, la première chose, peut-être, avant d'introduire des nouveaux gras dans l'alimentation de votre client, serait d'aller supporter la santé de la vésicule et du foie, permettre une meilleure digestion. L'acide chlorhydrique est également impliqué dans la première étape pour aider la digestion des gras, donc pas juste les protéines qui sont impliquées. Si on corrige ça, à ce moment-là, la personne ne devrait pas avoir de malaise et de lenteur digestive en incorporant plus de gras santé. C'est quoi la mode paléo? Donc, vous en entendez sûrement parler, c'est de plus en plus la mode dans les réseaux sociaux, mais c'est de retourner en arrière au niveau de qu'est-ce que nos ancêtres mangeaient. Donc, l'alimentation paléoéthique pour l'ère paléoéthique de l'homme. En résumé, c'est de manger tout ce qui court, qu'est-ce qui vole, comme la volaille, qu'est-ce qui nage et qu'est-ce qui pond, en plus du règne végétal en grande quantité, donc tous les légumes et les fruits que nos ancêtres étaient capables d'aller chercher facilement dans leur environnement, les noix et les grains comme le chia. Par contre, ça l'exclut toutes en fait, c'est les graines et non les grains. Ça l'exclut tous les grains comme le blé, le riz et les autres grains qui ont été développés par l'homme moderne. Et ça l'exclut, excusez-moi, ça l'exclut également les légumineuses et le lait. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais je vous invite par contre à poursuivre ces informations-là que moi et Dominique Abraham, ma collègue, on publicise de façon régulière sur le site qu'on a en commun, manaturopathe.com. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que dans la conférence ToxiBack Summit, tous les auteurs s'entendent pour privilégier justement ce retour aux diètes traditionnelles, du type de nos grands-mères, pour ne pas dire justement paléo. Donc, retour aux sources, les bons gras, ce n'est plus qu'est-ce qu'on pensait il y a 10 ans. On veut réduire les gras de noix et les gras qui proviennent de grains, comme l'huile de lin qu'on a mis en avant-plan pendant longtemps en tant que naturopathe. Faut pas oublier que c'est un gras qui est très fragile à l'oxydation parce que c'est un gras polyinsaturé et que ça augmente les risques d'oxydation dans notre corps et donc justement de problèmes de santé. On va aller plutôt vers des gras monoinsaturés et saturés qui sont stables dans notre corps et qui ne causent pas d'inflammation et d'oxydation. La nouvelle pyramide de bons gras que je vous présente ici, elle est faite par Chris Kresser, un auteur qu'on apprécie vraiment beaucoup, moi et ma collègue. Donc, au-dessus de la pyramide, vous voyez les gras polyinsaturés oméga 3, oméga 6 qu'on veut avoir, mais en quantité limitée. On veut plutôt avoir des gras qui sont stables. Donc, en moyenne, ça va être les gras de coconut, par exemple, ou de lait maternel qui vont vous permettre d'avoir des medium chain triglycerides, donc des chaînes moyennes qu'on appelle en français. Et ensuite, les gras saturés, idéalement de provenance biologique ou d'animaux élevés en pâturage pour avoir de la qualité et moins de toxines. Et ensuite, les gras monoinsaturés qu'on retrouve, par exemple, dans les avocats, le bacon, encore une fois, un bacon qui provient d'un animal qui a été élevé par pâturage, donc un animal en santé, et des olives. Je vous invite encore une fois à poursuivre en dehors de la conférence pour les détails. Donc, les aliments à privilégier, par exemple ici, Kim Chouette, qui est une nutritionniste spécialisée en déséquilibres hormonaux, recommande pour une baisse de testostérone due au stress, de la viande grass-fed qu'on appelle en anglais, donc des animaux qui sont élevés en pâturage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des animaux qui sont élevés avec respect et qui vont être élevés à l'ancienne, donc qui vont manger à l'extérieur du vrai gazon. Qu'est-ce que ça donne? C'est que ça donne une viande qui est plus en santé. C'est une viande qui va être anti-inflammatoire au lieu de pro-inflammatoire parce qu'elle va contenir plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Le problème dans notre société actuellement, c'est que les animaux sont élevés avec de la moulée, souvent sont nourris avec des choses qu'ils ne devraient pas manger, comme le soya. Elle va recommander également l'huile de foie de morue fermentée pour apporter de la vitamine A et de la vitamine D et d'augmenter les sources de beurre bio ou autres gras saturés comme dans les œufs pour augmenter la production de matières premières pour fabriquer la testostérone. Donc, c'est certain, comme je vous ai dit tantôt, il faut aller selon la tolérance hépatique et soutenir la bile
au préalable si nécessaire. Mais on parle ici de minimum 2 œufs par jour, du foie d'animaux bio ou sauvages, bœuf, huîtres, coquillages, saumon, sardines, anchois, bouillon, etc. Donc, les bienfaits de ceci, ça va aider l'intégrité de la membrane cellulaire, la muqueuse intestinale, les artères, le cerveau, la peau, la vision, les cheveux, la stabilité de l'humeur et bien entendu, c'est un précurseur de nos hormones comme la testostérone. C'est même reconnu que ces bons gras-là vont aider la réduction de l'anxiété, la dépression et vont aider au sommeil. Donc, comme je vous dis depuis tantôt, vous pouvez poursuivre les informations au niveau de l'alimentation sur le site de manaturopathe.com. On vous donne un guide gratuit des 8 mythes alimentaires ridicules en vous inscrivant sur le site. Pour le restant des références, vous pouvez visiter également le site de Dr. Collins. Mais maintenant, j'aimerais vous présenter les belles formules qui ont été développées par Dr. Joseph Collins, naturopathe et spécialisé en système hormonal. Chez Douglas, vous avez plusieurs formules développées et aujourd'hui, je voudrais vous présenter surtout le Testo Gain qui fait partie des 6 formules pour aider la gestion des hormones. Donc, vous avez le Adrenomène qui va aider au niveau des surrénales. Vous avez le Estromène pour aider à supporter la production de l'estrogène. Le Progestomène pour aider la production de la progestérone. Le Testo Gain, bien entendu aujourd'hui avec le sujet du jour, qui vont aider la production et l'équilibre chez l'homme, mais autant chez la femme quand il y a une baisse de testostérone. Ensuite, le Testo Quench, vous allez avoir un pour femme et un pour homme. Donc, le Testo Quench, c'est pour aller aider à supporter le métabolisme pour réduire justement la déhydrotestostérone. Et vous allez avoir des ingrédients différents pour l'homme ou la femme. Donc, il y a plusieurs plantes disponibles dans la nature, heureusement, pour le support de la testostérone. Et comme je vous mentionnais au début, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire que la solution n'est pas d'aller appliquer juste de la testostérone externe, comme certains médecins vont prescrire au niveau du androgel, par exemple. C'est plutôt d'aller aider le corps dans son entier et pourquoi pas aller supporter la propre production du corps avec des plantes qui vont avoir plusieurs fonctions dans le corps pour aider l'organisme dans son entier. Donc, pour commencer ici, il y a le Muriat puma, donc, qui est une plante reconnue pour imiter la fonction de la testostérone. Elle est impliquée et reconnue pour aider la fonction érectile. C'est une plante qui est adaptogène. Comme vous allez voir, la plupart des plantes dans les formules vont faire une pierre et 2 coups ou même 3 coups. Donc, la plupart des plantes vont aider même au niveau des surrénales avec leurs propriétés anti-stress. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'une partie de la molécule de la plante va aider à imiter ou à produire la testostérone, tandis que d'autres molécules dans la plante vont aider à calmer le stress pour empêcher un excès de cortisol, pour empêcher l'inhibition, justement, comme on a vu. Cette plante-là est reconnue pour être un tonique nerveux, aider les fonctions cognitives, elle est aussi antioxydante, et elle va aider à préserver les niveaux d'acétylcholine. C'est un facteur qu'on n'a pas encore développé, mais l'acétylcholine, c'est une molécule intéressante au niveau des neurotransmetteurs qui est impliquée au niveau, oui, psychique pour la concentration et la rapidité d'esprit, mais aussi dans les fonctions sexuelles en étant un neurotransmetteur parasympathique. Donc, il va aller calmer le système nerveux et c'est impliqué d'ailleurs chez les deux sexes, donc autant chez la femme et chez l'homme pour les fonctions sexuelles. Ensuite, il y a la plante qui est reconnue surtout sous le nom anglophone Horny Goatweed, qui est une plante qui va aider la production de la testostérone, qui va être impliquée dans surtout les fonctions érectiles par l'inhibition d'une enzyme qui est nommée le PDE5. C'est une enzyme qui est vraiment impliquée directement au niveau de la fonction érectile. Donc, il y a des médicaments qui sont développés ciblant cette enzyme-là. Donc, cette plante va aussi imiter la testostérone et avoir des antagonistes au niveau des glucocorticoïdes, encore une fois, aider dans les cas de stress. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'implication au niveau de l'enzyme qui est vraiment reconnue au niveau de la dysfonction érectile. Vous pouvez retrouver ce diagramme-là sur Wikipédia. Si on poursuit, parce qu'on est déjà dépassé dans notre heure, on va essayer d'aller rapidement. L'autre plante dans la formule qui est très étudiée, c'est le Velvet Bean Extract.
donc Mucuna pruriens, reconnu pour la production, donc aider la production de la progestérone, mais également la qualité et la concentration du sperme, donc intéressant pour les hommes qui sont en préconception pour la fertilité. Elle a la capacité également de diminuer le taux de cortisol et elle va aider les organes de reproduction même chez la femme. C'est une plante qui est reconnue pour baisser les taux de prolactine. Donc, quand on le sait que la personne a soit des signes au niveau des glandes mammaires ou dans les résultats sanguins, très intéressant. Et c'est une plante aussi qui est étudiée au niveau de son constituant qui va être attribué à la L-Dopa, donc une molécule qui va aller supprimer l'excès de prolactine. Cette plante-là aussi est reconnue pour normaliser la glycémie. Donc, comme je vous disais tantôt, souvent c'est une pierre trois coups avec toutes ces plantes-là. On va avoir une implication au niveau de la gestion de l'insuline également. Le tribulus, probablement une des plantes les plus connues pour la production de la testostérone. Ça fait partie de pratiquement toutes les formules qu'on retrouve sur le marché pour augmenter la production de testostérone. Mais ça va aussi être utilisé pour contrer la DHT. C'est une plante qui est reconnue pour augmenter la libération de l'oxyde nitrique, donc qui va aider la vasodilatation et donc la production d'érection, et va avoir un effet aphrodisiaque dans les deux sexes. Si on continue, ici, l'extrait d'Oncac, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, je vous avoue que ce n'est pas des plantes que je prononce souvent. C'est une plante qui est reconnue d'être très efficace chez les hommes qui ont atteint l'andropause pour réduire les symptômes d'hypogonadisme. Dans les études, on a remarqué que c'était efficace pour la production et la motilité des spermatozoïdes. Et certaines études démontraient que ces effets étaient tellement puissants, donc certains chercheurs ont proposé que cet extrait pouvait être utilisé comme un traitement alternatif à la thérapie de remplacement de la testostérone, donc ou en combinaison avec de la testostérone, mais à faible dose, pour traiter l'ostéoporose masculine, donc dans le but d'avoir moins d'effets secondaires, donc soit par la diminution de la quantité de testostérone exogène qu'on donnait ou par carrément le remplacement complet. Cet extrait, elle est aussi intéressante parce qu'elle a des propriétés anti-estrogènes par sa capacité d'inhiber la conversion de l'aromatase. Maintenant, le ginseng Panax, extrêmement reconnu également en médecine chinoise depuis très très longtemps pour augmenter le désir sexuel. C'est une plante qui a des propriétés pour la production de la testostérone, augmenter le nombre de spermatozoïdes. Ensuite, elle va améliorer l'excitation sexuelle même chez la femme. Donc, il y a des études qui vont démontrer que ça va aider les femmes en ménopause. Et ensuite, c'est également intéressant parce que ça va protéger la santé de la prostate. Donc, c'est lié à la diminution des risques de troubles de prostate par l'inhibition de l'enzyme 5-alpha réductase qui est reconnue pour être l'enzyme reconnue pour augmenter la DHT qu'on ne veut pas avoir en trop grande quantité. Le Panax aussi, c'est intéressant parce que non seulement c'est attribué à augmenter l'énergie, mais ça va aussi aider à réduire le stress et le cortisol par son action adaptogène et même augmenter l'oxyde nitrique, encore une fois, au niveau de la vasodilatation. Pardon. Maintenant, si on continue avec l'extrait qui était reconnu avant comme le ginseng américain, qui maintenant a été légalement, je pense, changé juste pour être utilisé avec le nom latin Eleutherococcus. C'est une plante qui mimique de façon fonctionnelle la testostérone. Donc, il va aider la capacité d'endurance, augmentation de la fonction cardiovasculaire, modification du métabolisme pour épargner le glycogène et aider la motilité des spermatozoïdes. Donc, très intéressant pour les gens qui sont stressés, mais qui veulent aussi une mise en forme en même temps. Pardon, moi je deviens la gorge irritée à force de vous parler pendant aussi longtemps. C'est une plante qui a une action antifatigue, qui inhibe le stress, qui est adaptogène, bien entendu, et encore une fois, qui va augmenter la fameuse oxyde nitrique.
donc qui va être intéressant chez les deux sexes pour la fonction sexuelle. Maintenant, l'ashwagandha, pardon. L'ashwagandha, très étudiée comme plante, c'est reconnu dans la plupart des formules pour la thyroïde. L'ashwagandha qui est nommé aussi le ginseng hindou, très utilisé en médecine ayurvédique pour aider la production des hormones thyroïdiennes, mais également certaines études pour la fertilité, donc par ses attributs pour la production de la testostérone, mais aussi pour aider l'hormone LH, diminuer la prolactine et améliorer le nombre des spermatozoïdes et leur motilité. Il y a également une implication directement au niveau de l'ovaire, donc cette plante-là pourrait aider le poids des ovaires, donc probablement la régénérescence au niveau ovarien, et des études en lien avec l'inhibition, donc la protection du cancer du sein. Et bien entendu, encore une fois, des actions anti-stress, adaptogènes, production d'oxyde nitrique et même une activité au niveau de la dopamine qui pourrait aider la motivation, la fameuse drive qu'on parlait tantôt. Il ne faudrait pas oublier le maca. Maca, très connu également, donc une plante qui est reconnue pour être aphrodisiaque, pour imiter la testostérone, améliorer les fonctions sexuelles autant chez les hommes que chez les femmes, et ceci indépendamment si l'activité de la testostérone ou l'estrogène est problématique. C'est également, en fait, c'est plutôt un légume dans la famille des crucifères qui est relié aussi avec la fertilité chez les femmes et chez les hommes, donc au niveau de la production du spermatozoïde. Très intéressant étant donné que c'est un légume crucifère pour la prévention des cancers de la prostate et du sein. Et c'est une plante qui va avoir un effet sur l'équilibre hormonal et même sur le système immunitaire. Celle-ci est un petit peu moins connue, mais une plante intéressante qui est démontrée pour avoir une fonction de stimulant sexuel, pour aider surtout au niveau des fonctions érectiles dans l'engorgement des tissus avec sa capacité de vasodilatation et de réduire considérablement l'intervalle post-éjaculatoire. C'est des molécules également qui vont avoir un effet anti-anxiolytique, encore une fois ici une pierre de 3 coups, et l'oxyde nitrique. C'est également une plante qui va avoir des molécules qui vont supprimer l'activité de l'aromatase, donc ça rend cette plante-là extrêmement intéressante dans la formule. Pour les références botaniques, vous allez trouver ça sur le site, encore une fois, de Dr. Collins, yourhormones.com. Mais pour avoir la fonction en français, vous pouvez toujours demander à votre représentant d'avoir une copie des diapositives. Seulement la phytothérapie, il n'y a aucun problème pour vous transmettre ça. Pour le reste de la conférence, par contre, il y a des droits d'auteur autant de Dr. Collins et de mes recherches. Maintenant, en finissant, je vais juste vous montrer certains protocoles pour vous aider dans l'assistance si votre cheval de bataille avec votre client est plutôt la résistance à l'insuline et le diabète. Donc, c'est reconnu qu'on doit vraiment aider, comme on disait tantôt, à réduire la résistance à l'insuline pour permettre à la testostérone de prendre sa place et sa capacité. Les molécules les plus reconnues, les plus intéressantes sont l'acide alpha-lipoïque, la berbérine, le Ginelia sylvestre, le chrome, surtout la forme GTF, la cannelle, le vanadium et la benfothiamine. Au niveau des molécules que je vous présente, vous trouvez la plupart de ces molécules-là dans le produit chez Pure Encapsulation que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Metabolic Extra. Donc, c'est une formule qui contient la berbérine, l'acide alpha-lipoïque, le resveratrol, qui n'est pas mentionné ici, qui est intéressant, donc l'extrait de raisin qui est démontré aussi pour aider la gestion de l'insuline, et une forme de chrome qui est équivalent à l'efficacité du GTF. Pour réduire le DHT et les soucis de la prostate, vous avez la formule UPRO de Douglas qui contient plusieurs plantes. Donc ici, vous avez d'autres plantes qui sont présentées sur le site de Dr. Collins, mais le UPRO, c'est une formule que j'aime énormément chez Douglas qui va contenir non seulement les plantes qui vont inhiber la conversion de la mauvaise testostérone, mais qui vont aider directement la santé de la prostate et qui contient même du zinc sous la forme picolinate, qui est ma forme préférée. C'est une forme de zinc qui est beaucoup plus facile à assimiler comparativement, par exemple, du zinc citrate. Donc, pour réduire la déhydrotestostérone et les soucis de la prostate, comme je viens de mentionner, le zinc, super important.
petite note ici à ne pas oublier, chez les hommes, il y a une perte de 1 mg à chaque éjaculation et que 80% des gens seraient déficients. Donc, c'est un des minéraux le plus difficile à absorber. Ne pas oublier de tester l'acide chlorhydrique. Zinc, comme je vous ai mentionné, mon préféré, c'est vraiment le picolinate. Sinon, ça peut être le glycinate. Mais le picolinate est démontré. Et d'ailleurs, si la personne a un problème de thyroïde, le picolinate est démontré pour aider surtout au niveau de la fonction de la thyroïde. Ensuite, il y a le sélénium, important pour la santé de la prostate parce que ça va aider la précurseur de glutation. Donc, on peut s'assurer que le sélénium est très intéressant. Il y a une fonction anti-cancer, antioxydante. Mais si c'est une forme très avancée de problème de prostate, ne pas oublier que maintenant, la molécule de glutation est offerte par Pure Encapsulation sous une forme liposomale qui est démontrée scientifiquement d'être vraiment absorbée. Donc, très, très, très intéressant pour tous les problèmes de santé très avancés. Ensuite, il y a aussi les enzymes protéolytiques. Donc, il y a des études cliniques qui ont été faites avec le Wobenzyme pour réduire l'inflammation de la prostate. Il y a les stérols végétaux, les graines de lin. Excusez-moi, par contre, je voulais dire les graines de citrouille, les huîtres pour une source alimentaire de zinc. C'est vraiment le champion alimentaire. Ensuite, la lycopène, ne pas oublier la vitamine D et le chrysine. Pour ce qui est des dysfonctions érectiles, on veut supporter la fonction circulatoire, bien entendu. Il y a plusieurs molécules qui peuvent aider, comme la vitamine E, les oméga 3, l'ail, l'aubépine, la L-carnitine. Mais il y a aussi les précurseurs de l'oxyde nitrique qu'on a mentionné dans les plantes, mais aussi il y a les acides aminés, comme l'arginine et la citrulline, que vous pouvez trouver dans le produit de Pure Encapsulation, Nitric Oxide Support. Vous pouvez l'utiliser autant pour la dysfonction érectile, donc environ une demi-heure avant l'acte sexuel, ou pour quelqu'un qui voudrait augmenter l'oxyde nitrique pour ses performances d'entraînement. Il y a également la betterave qui est reconnue pour augmenter l'oxyde nitrique, donc c'est vendu en poudre, en capsule, où vous pouvez consommer simplement plus de betterave sous forme naturelle. Si c'est un stress de performance, parce que des hommes, des fois, que c'est vraiment pas le problème circulatoire ni de testostérone, mais que l'homme a vraiment un problème relié au stress de performance, à ce moment-là, ne pas oublier de lui donner du magnésium. Il y a également la molécule lactium, qui est un décapeptide de petit lait qui va aller calmer directement au niveau du cerveau l'excès de production de cortisol, qui va permettre à la dopamine d'être présente, qui est retrouvée dans le produit Seronatin Plus chez Douglas. Et d'ailleurs, ne pas oublier toutes les plantes adaptogènes qu'on vient de mentionner dans la présentation, bien entendu. On a presque terminé. Ici, on parle de fertilité, comment faire du super sperme. Donc, une liste d'idées à considérer. Toutes les molécules qui sont extrêmement étudiées sont le sélénium, vitamine C, vitamine E, le zinc, les acides aminés qu'on vient de mentionner, les oméga 3 de poisson, mais réduire les sources comme le canola et la margarine qui sont pro-oxydantes. Ashwagandha, il y a directement une étude pour la motilité et la fabrication des spermes. Le coenzyme Q10, c'est extrêmement intéressant aussi. Détoxification métabolique, un bon 3 à 6 mois avant la conception. Donc, la plupart des experts en fertilité qui font de la médecine fonctionnelle vont recommander, autant chez l'homme que chez la femme, de se préparer 6 mois d'avance pour justement autant la fabrication du sperme que chez la femme pour être en santé pour recevoir l'embryon. Il y a également la production d'hormones de croissance. Donc, s'il y a une faiblesse qui a été remarquée chez l'homme par soit un manque de testostérone ou un affaiblissement dû par un excès de travail, ça peut être intéressant aussi d'aller supporter l'hormone de croissance par un meilleur sommeil, un support des surrénales, une gestion de l'insuline, mais il y a aussi des molécules qui sont étudiées comme l'alpha-GPC chez Douglas, qui est un dérivé, excusez-moi, je l'avais sorti ici, je ne l'ai pas devant moi, c'est un dérivé de la phosphatidylcholine, donc c'est une glycérophosphocholine qui est plutôt hydrosoluble. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le lait maternel et le corps peut le convertir en phosphatidylcholine. Mais ça va aider à produire l'acétylcholine. C'est très étudié pour la mémoire, mais il y a également des études qui démontrent que si on consomme cette molécule-là, environ 1 heure à 2 heures avant l'entraînement, qu'on va
vraiment aider le corps à produire l'hormone de croissance post-entraînement. Ne pas oublier aussi de consommer assez de protéines et certains acides aminés, dont les acides aminés que vous retrouvez dans le produit Growth Hormone Support de Pure, peut être intéressant aussi en pré-entraînement pour aider la production d'hormones de croissance. Donc maintenant, en conclusion, ne pas oublier d'aller combler les carences de zinc, de sélénium, de magnésium, de vitamine A, de gras saturés biologiques, idéalement, ou sauvages. L'exercice, très important, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais c'est certain qu'il y a plusieurs types d'exercices qui vont aider à la production de la testostérone chez l'homme. S'assurer qu'il y a suffisamment de sommeil pour aider toute la gestion des hormones, mais comme on vient de mentionner, l'hormone de croissance. Une bonne gestion du stress. Santé du foie, je ne peux pas assez me répéter, plus. Ne pas oublier l'estomac qui va être impliqué dans la connexion avec le foie et la détox métabolique et la santé intestinale. On supporte même ces médications en faisant bien nos recherches pour les contre-indications. On n'oublie pas la vitamine D ou en fait le soleil modérément ou en bouteille, dépendamment de la saison. Et de rire souvent et de bien communiquer nos émotions. Donc, chez les hommes, des fois, c'est un petit peu plus difficile que chez les femmes. Donc, ne pas oublier que l'implication de la communication va également être très, très impliquée dans la gestion du stress, mais qu'il y a un lien très, très près entre la communication et la santé de la thyroïde. Sur ça, je vous donne mes coordonnées. Donc, si vous avez besoin de me joindre directement pour des questions spécifiques sur la conférence, sinon, si vous avez des questions plutôt sur les produits, ne pas oublier que vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle, donc le soutien technique, je voulais dire, de Robert et Fils, de quelqu'un qui est attitré pour vous répondre au niveau des ingrédients, etc. Mais si vous avez une question au niveau spécifique de la conférence, ça, c'est mes coordonnées. Vous pouvez également me suivre via mes multiples pages Facebook et site web. Donc, personnellement, moi, c'est lanaturopathemoderne.com, mais comme je vous ai dit, j'ai un site web qui contient encore plus d'informations et de recettes parce que je le partage avec ma collègue Dominique Abran, qui est le site manaturopathe.com sur lequel vous pouvez trouver les informations sur l'alimentation que je vous ai mentionné plus tôt. Et sur Facebook, j'ai 3 pages Facebook, dont une spéciale pour la santé de la thyroïde qui se nomme « Et si c'était votre thyroïde ». Merci beaucoup de votre participation et de votre patience avec ma longue conférence. Votre participation nous tient à cœur, donc je vais aller à la boîte que vous pouvez voir dans le côté droit de votre écran. Il y a une place où vous pouvez lever votre main si vous voulez me poser des questions immédiatement, mais je sais qu'il est rendu tard, donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez également écrire votre question et je vais prendre les 10 prochaines minutes pour vous répondre si nécessaire. Merci beaucoup à ceux qui doivent nous quitter. Je vous souhaite une très belle soirée et un joyeux temps des fêtes qui s'en vient à grands pas. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de merci. Merci à vous. Là, je vois pas bien la boîte de questions. Je vais essayer de l'agrandir. OK, je pense que je réussis. Donc, pour ceux qui m'écrivent qui n'ont pas pu se connecter à 19h pile, oui, l'enregistrement va être disponible sur le site web. Ça prend des fois quelques jours à notre technicien de le mettre sur le site. Donc, je vous dirais que d'ici une semaine, probablement, vous allez avoir accès à la version enregistrée. Pour le document du support visuel, malheureusement, il y a un droit d'auteur. Comme je mentionnais, vous ne pouvez pas avoir le format PDF. Cependant, pour la portion des ingrédients, ça, il n'y a vraiment aucun problème. Je vais communiquer avec Robert et Fils pour faire un petit document que vous allez pouvoir recevoir soit par courriel ou via votre représentant. Je suis très contente de savoir que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez aimé ça. Moi aussi, je vous cache pas que c'était pas un sujet que j'avais exploré beaucoup. J'ai pris le temps d'explorer ça, puis ça m'a donné de la belle information.
Je ne savais pas à quel point qu'il y avait des détails au niveau de l'alimentation. Je m'intéressais beaucoup au niveau de tout le développement, au niveau de la diète paléo, mais je vous dirais que ça a vraiment confirmé en faisant mes recherches dernièrement à quel point ça peut aider le taux de testostérone. Quelqu'un me dit qu'elle a un Mac, donc je ne sais pas si quand vous avez un ordinateur Apple, peut-être que ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, communiquer avec le service à la clientèle de Robert et Fils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour vous. Je suis désolée, mais j'espère que vous allez pouvoir écouter la version enregistrée. Normalement, oui, parce que je crois que maintenant, ils l'offrent sur version YouTube. Donc, ça devrait être accessible par n'importe quel type d'ordinateur. Donc, je ne semble pas avoir d'autres questions pour tout de suite, donc je vais vous laisser. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.